Depuis la démission de Madeleine Meyer comme députée provinciale en juin dernier, la circonscription d'Ottawa-Vanier est vacante à Toronto. La première ministre Wynne a annoncé la tenue d'élections complémentaires le 17 novembre prochain. Je reçois aujourd'hui le candidat progressiste conservateur, M. André Marin. Bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir Maître André Marin. On entend parler de lui depuis longtemps. Il a été, entre autres, ombudsman aux Forces armées et aussi maintenant ombudsman 2 mandats de 10 ans, de 5 ans, 10 ans, ombudsman de l'Ontario. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Candidat progressiste conservateur. Avant de commencer à parler, parce que le but de la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment de savoir c'est qui André Marin. Parce que les gens ont le droit de savoir qui sont les personnes qui se présentent. Et puis, moi, j'aime bien ça, savoir où ils sont nés, c'est quoi leurs intérêts, puis tout ça. Mais j'aimerais qu'on précise la différence entre progressiste conservateur et conservateur. Pour les gens qui pourraient peut-être ne sauraient pas à la maison. C'est une très bonne question. Le Parti provincial est complètement séparé du Parti fédéral. Il n'y a aucun rapport. Et puis ici en Ontario, le nouveau chef du parti, Patrick Brown, qui est quand même pas tellement connu encore parce qu'il est nouveau au poste, a réaligné le parti au niveau provincial. C'est un parti du centre à la droite du centre, un petit peu comme Bill Davis l'était à l'époque. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de questions sociales. C'est un parti qui est très progressiste et puis centriste. Et puis c'est pour cette raison que je suis le candidat ici du Parti progressiste conservateur et non pas, c'est pas le Parti fédéral conservateur. Parce que si on ne connaît pas, beaucoup de gens suivent l'émission, puis se souviennent peut-être pas, ou sont nouveaux au Canada, mais le Parti conservateur au fédéral, c'est une amalgamation de deux mouvements, de deux idéologies progressistes. Exactement. Et le Réforme, le parti Reform, qui est un parti beaucoup plus de droite. C'est ça. Donc, en créant le nouveau parti, ils se sont débarrassés de la première partie de leur nom, qui était progressiste. Puis, c'est tout simplement le Parti conservateur, qui est un parti qui est pas mal plus de la droite que celui présentement en Ontario, le parti de Patrick Brown. Et c'est un peu pour cette raison que j'ai posé ma candidature ici pour le Parti progressiste conservateur. Moi, j'étais tout d'abord dans ma carrière, j'étais procureur de la couronne, donc je poursuivais aux criminels. Et puis, évidemment, quand on poursuit aux criminels, d'habitude, on est du centre ou de la droite, on n'est pas de la gauche. Et puis, je me sens très confortable sous l'équipe de Patrick Brown. C'est difficile. Écoute, on va avoir la chance de parler politique tantôt, mais c'est difficile de gérer de la droite ou diriger de la droite ou de la gauche. Parce que quand on arrive puis qu'on a des problématiques, il faut essayer de régler les problèmes de tout le monde. Donc, il faut, veut pas, il faut se situer dans le centre pour faire un bon gouvernement, n'est-ce pas? Absolument. Ou à peu près. Écoutez, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Mais... J'ai été ombudsman, moi, pendant 17 ans, ombudsman militaire, ensuite de l'Ontario, au-delà de 17 ans. Et puis... on est habitué à écouter les problèmes des gens, les troubles des gens, surtout avec les fonctionnaires, la bureaucratie. Et puis, il faut être pratique, il faut trouver des solutions pratiques qui peuvent être mises en vigueur facilement, puis pas de façon coûteuse. Donc, ça devient encore du milieu. C'est ça. C'est pas de la droite, c'est pas de la gauche. Il faut être pratique pour trouver des solutions. C'est ça, ça me fait toujours rire, moi, quand on parle d'un gouvernement de la gauche, puis quand il arrive au pouvoir, que ce soit ici ou ailleurs dans le monde, on dit « Ah, ben il n'est plus de la gauche. » Mais non, mais ça ne se gouverne pas de la gauche, ou ça ne se gouverne pas de la droite non plus. Je suis absolument d'accord. Ouais. Alors, parlons de vous. Oui. Vous êtes né à La Salle? Ville-la-Salle. Ville-la-Salle, oui. mais vous êtes emvenu tout de suite à la naissance, vous avez couru en Ontario. Ben oui, c'était comme un accident, là, une petite histoire avec ça. Mais j'ai toujours vécu ici à Ottawa. Je suis allé à l'école élémentaire ici, francophone, à Ottawa. Mon école secondaire, je l'ai fait au Collège Bourget à Rigaud. Je suis devenu ensuite à l'Université Carleton. J'ai obtenu mon baccalauréat. Ensuite, à l'Université d'Ottawa, où je suis diplômé en droit civil et en common law, où j'enseigne en français et anglais
en common law et en droit civil depuis 25 ans. Le goût de... Ah, vous enseignez depuis si longtemps? Oui, des fois, des années, j'ai sauté des années, Ouais. je reviens. Je viens tout récemment de finir d'enseigner droit pénal, ainsi que procédure pénale et rédaction juridique. Et puis, donc, ça dépend des années, ça dépend où je suis, ça dépend des besoins de l'université. Ce goût de devenir avocat, est-ce que c'est quelque chose qui date de vous quand vous étiez petit? Est-ce que vous aviez... Quelle sorte de petit garçon étiez-vous? J'ai toujours voulu être avocat. Ah oui? C'est aussi simple que ça. Pourquoi? Mon père était avocat, ensuite juge à tous les niveaux. Ensuite, j'ai toujours été élevé dans une famille de droit. Je me rappelle avoir des livres de droit partout. Et puis, je lisais ça m'intéressait. Et puis, dans mon esprit, il n'y avait aucun doute, c'est exactement ce que je voulais faire. Je me rappelle quand j'étais au Collège Bourget, en secondaire 4 et 5, il y avait des experts de vocation qui venaient nous parler. Puis, qui veut être ingénieur, voulez-vous faire ci, quel métier, etc. Moi, je les ignorais parce que je savais ce que je voulais faire. Ah oui? J'ai toujours été avocat et puis c'est ça que je voulais faire parce que c'est comme ça que j'ai été élevé. Les avocats, c'est un peu comme les médecins. Ton père est médecin, ta mère est médecin, tu as tendance à aller dans cette direction-là. Moi, j'ai 6 enfants. J'en ai 2 qui sont avocats. Ah, 2 oui. qui ont suivi exactement le même programme que moi, droit civil, common law. Et puis, Pourquoi vous faites droit civil et common law? écoutez, c'est comme parler français et parler anglais. Ça donne une formation globale. L'un complète l'autre. Au Québec, c'est droit civil. Le reste du Canada, c'est common law. Quand on a les 2 diplômes, ça couvre 2 tiers du monde, sinon plus. Oui. Et puis, c'est juste quelque chose de très intéressant. Il y a à beaucoup voir. de pays dans le monde qui ont le droit civil. Moi, j'en étais pas Oui. consciente. Même la Louisiane aux États-Unis, c'est Oui. le code civil. Puis le code, comment on résume la différence entre les deux? OK. Je l'enseigne à mes étudiants, mais je vais essayer Oui, de oui. vous l'expliquer Je suis bonne rapidement. pour comprendre le droit. Oui, oui. Oui. J'ai mon ami Paul Rouleau, il dit toujours que je suis la meilleure avocate qui n'a pas de diplôme. C'est drôle. Bien, essentiellement, ce qui est arrivé, c'est qu'après la conquête des Anglais, tout le Canada était régi par le common law. Ensuite, en tant que compromis, on s'est dit au Québec, lorsque c'est une question d'un particulier contre un autre et l'État n'est pas impliqué, on vous permet d'avoir votre droit civil de la France. Et puis la différence, c'est l'approche, la mentalité, c'est l'interprétation du droit. Le Code civil est la source première de droit dans les pays de droit civil. Donc, il y a le Code civil du Québec qui régit tout, tandis qu'en Ontario, c'est les sources de common law, c'est les sources de jurisprudence anciennes qui viennent du Royaume-Uni. Puis avec ça, on ajoute les différentes lois qui sont venues réajuster C'est le empirique. tir. Bien, c'est ça. On bâtit. Tandis que un, c'est l'autre, cartésien, tu as un oui, code, oui. tu l'appliques, c'est fini là. Oui. Tandis que l'autre, c'est bâti par les juges et défini par le législateur. Qu'est-ce que la Cour suprême suit? Ah, bien, c'est intéressant. Il y a 9 juges, dont 3 typiquement du Québec. Et puis, les appels du Québec, de la Cour d'appel du Québec à la Cour suprême, sont assez rares parce que la Cour suprême aime pouvoir respecter les décisions finales de la Cour d'appel du Québec. Mais dans les cas où la Cour suprême entend un cas du Québec, c'est un des juges civilistes qui prend la relève. Et puis les autres doivent apprendre un petit peu de droit civil OK. pour naviguer à travers le D'accord. cas. Mais d'habitude, D'accord. c'est le juge, un des 3 juges du Québec qui prend la relève, Ce qui va serait- écrire la décision. On pourrait continuer longtemps à parler de ça parce que je Moi, j'aime pense ça. que même la façon de ce que vous dites, le droit civil, tout est établi d'avance, ou tout, Oui. ou à peu près tout. Et puis, on va puis on regarde tu sais, qu'est-ce qui est prescrit dans telle cause ou dans tel crime ou dans peu importe. Et le droit common law, on regarde qu'est-ce qui a été dit par les Exactement. juges avant. Exactement. Maintenant, c'est un peu comme ça que les deux sociétés fonctionnent aussi. Si on regarde les immigrants ici, Oui. graduellement, on a su comment, on a appris à vivre avec des personnes qui venaient de partout. Puis, tandis qu'au Québec, on voit qu'on veut mettre en place un code. Et aussi longtemps qu'ils n'auront pas leur charte, je pense qu'ils ne seront pas contents. Il y Non. a quelque chose qui va manquer. Ils ont besoin d'une charte. Ouais. Nous autres, la charte, c'est pas tellement important. Non, nous, on est confortable dans notre système ici en Ontario. Et puis, c'est un système qui est complètement de common law. Tandis qu'au Québec, il faut se rappeler aussi, le common law s'applique dans les domaines de droit public. Comme le droit pénal, c'est le même, D'accord. constitutionnel, administratif. Mais c'est dans les questions
juste où il y a un particulier et non pas l'État. Oui. Comme par exemple le délit, les poursuites civiles, le mariage, ce sont des questions civiles qui sont régies par le Code civil québécois. Je trouve ça super intéressant. On va aller à la pause. On Oui. revient, puis là, on va parler de politique au retour. Parfait, merci. Restez avec nous, on revient tout de suite. André Marin est candidat progressiste conservateur dans Ottawa-Vanier aux prochaines élections complémentaires qui auront lieu le 17 novembre. C'est à surveiller. Il y a d'autres élections complémentaires qui auront lieu la même journée dans Niagara-Ouest. Oui. Présentement, c'est un poste, c'est libéral dans Niagara-Ouest? Oh non, ça a été conservateur pour toujours. Pour toujours. Oui, c'est un siège conservateur. Donc là, c'est sûr que Patrick Brown désire garder ça. Oui. On sait que Scarborough, Rivière-Rouge, en septembre, Oui. C'est un endroit, c'était une circonscription rouge, Oui. libérale depuis la fin des années 90, depuis presque 20 ans. Les conservateurs ont remporté. Et maintenant, ici, à Ottawa-Vanier, ça fait quand même plusieurs décennies que c'est libéral. Oui, Et absolument. vous voulez faire bouger les choses. Oui, écoutez, il est très clair qu'ici, je ne suis pas le candidat le plus favori, dans le sens que ça a toujours été rouge ici, à Ottawa-Vanier. Sauf que ça a aussi été négligé depuis presque 50 ans, parce que je pense que les libéraux ont pris la circonscription pour acquis. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de soulever des problèmes, puis proposer des solutions, et puis de renverser l'état là, de rouge, puis que ce soit bleu, que je sois élu le 17 novembre. Vous avez été ombudsman. On va revenir à la politique. Vous avez été ombudsman. Bien, c'est pas politique parce que c'est supposé d'être impartial, mais c'est un poste où on ne peut pas être plus près d'un gouvernement qu'ombudsman. Parce que le rôle d'ombudsman, c'est d'être la voix du peuple auprès du gouvernement, d'être le chien de garde. Exactement. Parlez-moi de votre expérience. Oui, donc en tant qu'ombudsman de l'Ontario, je suis un officier de l'Assemblée législative. Donc, je ne me rapporte pas au gouvernement, je me rapporte au Parlement, qui est une distinction importante, tout comme la vérificatrice générale, par exemple. Et puis ça permet de garantir une indépendance qui est vraiment unique dans le monde de la fonction publique. Donc, mon patron, ce n'était pas Kathleen Wynne, c'était le Parlement. Le Parlement au complet. Ouais, ce qui permet de mieux défendre le simple citoyen qui a des problèmes avec le gouvernement. L'ombudsman, c'est quelqu'un qui prend des plaintes des individus en Ontario contre l'État et puis fait enquête et propose une solution. La solution peut être informelle, là, par courriel, par téléphone, ou bien ça peut être une solution par la voie d'un rapport plus formel qui fait des recommandations systémiques. Donc, c'est pour ça que c'est un mélange des deux. Puis ça dépend du problème. Mon dernier rapport, c'était sur Hydro One, Oui. qui a commencé avec quelques centaines de plaintes. Et puis j'en avais 10 000 à la fin. Les plaintes de étaient l'enquête. par rapport au service ou par rapport au coût? Par rapport au service, le coût aussi, mais en tant qu'ombudsman, je n'étais pas en mesure de vraiment toucher au coût parce que ça, c'est une décision de politique principale d'un gouvernement, mais sauf la façon dont on traite le consommateur, c'est vraiment une question importante pour un ombudsman. Et puis, c'était cette question-là que j'ai examinée. Il s'agissait de comptes de factures de Hydro One qui n'étaient pas envoyées. Des fois, les consommateurs ne recevaient pas de factures pendant 6 mois. Ouais, Tout d'un coup, 8 factures la même journée. Le manque de compréhension dans les factures. Le fait que certains consommateurs voyaient leur compte de banque réduit de 20 000 parce que Hydro One était venu pêcher dans leur compte de banque pendant la nuit puis ne voulait pas retourner l'argent. En tout cas, des problèmes vraiment sérieux. Et puis donc, j'ai fait l'enquête sur Hydro One, puis j'ai suivi le dossier d'hydroélectricité très près depuis ce temps-là. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé en politique, c'est que je voyais qu'il n'y avait pas vraiment de progrès dans la façon dont on traite le dossier d'électricité en Ontario. Oui. Et ça, c'est un des dossiers, je sais que c'est un de vos dossiers prioritaires que vous avez mis dans votre plateforme. Oui. Mais il y a d'autres choses aussi. C'est des dossiers que vous avez traités comme ombudsman, tant militaires que
à la province d'Ontario, quel été? Il y a eu celui-là dont vous êtes fier, mais est-ce qu'il y en a d'autres dont vous êtes très fiers? Absolument. Écoutez, une des interventions qui me donne le plus de satisfaction, c'est une enquête qu'on a menée sur le dépistage de maladies chez les nouveau-nés. En Ontario, il y avait un test pour tout simplement 2 maladies. Et puis, les standards internationaux veulent qu'on dépiste jusqu'à 30 maladies à la naissance. Ça menait directement à la mort de 25 bébés par année en Ontario et à la naissance de 25 bébés qui souffrent de problèmes importants qui ont hérité de leurs parents. Et puis en Ontario, on ne faisait que 2 tests pour dépister ces maladies-là. C'est-à-dire un test pour dépister 2 maladies. Oui. Et puis, il y avait eu des enquêtes du coroner, toutes sortes de recommandations, tous ignorées par le gouvernement. Puis moi, j'ai rencontré des familles qui voulaient, écoute, nous, on a perdu notre nouveau-né, on aimerait changer les règles du jeu. Est-ce qu'on peut vous intéresser à faire enquête? Donc, j'ai mené une enquête, j'ai présenté mon rapport à l'époque à Dalton McGuinty, le premier ministre, puis il a accepté toutes les recommandations. Il a créé ici à Ottawa un nouveau laboratoire, l'hôpital des enfants malades. Oui, oui. Et puis maintenant, je suis très fier de dire que ça a sauvé 25 vies de nouveau-nés, puis 25 autres qui auraient souffert de maladies sérieuses. Et donc, c'est pas mieux que ça dans la vie, là, sauver des nouveau-nés. Donc, c'est pas, même si le cas de Hydro One, le cas des loteries. Il y a les loteries aussi. Il y a plein d'exemples. Mais vraiment, c'est celui-là qui me touche le plus. Oui. Parce que, comme ombudsman, vous êtes le lien entre le citoyen et le gouvernement. Exactement. Vous n'êtes pas là pour parler au nom des organismes. Même les causes de francophonie ne relèvent pas de vous, mais relèvent du commissaire au service en français, je pense. Hein? Oui. Avant la création de ce poste-là, il relevait de l'Ombudsman de l'Ontario. Donc ça, c'est un ombudsman spécialisé. Oui. Il faut aussi faire attention de bien distinguer entre un ombudsman qui est statutaire ou législatif plutôt, qui dérive du modèle suédois, et l'ombudsman organisationnel. Parce que si on va à une banque, il y a un ombudsman. Si on va à McDonald's, il y a un ombudsman. Tout le monde a des ombudsman maintenant. Mais ce sont des ombudsman qui se rapportent aux organisations respectives. Oui. S'assure que les règlements de l'organisation sont mis en œuvre et puis qu'il n'y a pas de rien qui est contre les lois du pays. Exactement. Sauf que bien de ces ombudsmen-là sont en conflit parce qu'ils se rapportent à l'intérieur de l'organisation. Ben oui. Donc, ils ne vont pas publier des rapports qui vont critiquer. Il y a Radio-Canada, par exemple. Il y a des ombudsmen partout, mais ils n'ont pas le genre d'indépendance et de rapport avec l'institution qui leur permettent vraiment de déceler et de dénoncer des gestes de l'organisation. Sinon, ils ne vont pas être ombudsman très longtemps. Oui. Non, absolument pas. C'est un petit peu comme les directeurs de communication. Moi, j'ai été directrice de communication dans les organismes, puis on me disait, mais pour qui tu travailles, là? Tu travailles pour nous autres ou tu travailles pour le monde à l'extérieur? Parce que comme directeur de communication, on va avoir un pied à l'extérieur puis un pied en dedans. Exactement. Pour être capable de dire, écoute, voici ce qu'ils disent de nous. Il faut changer l'image, il faut changer des choses, il faut changer les services. Donc, mais l'ombudsman, son rôle, c'est vraiment d'être un représentant, un chien de garde. Exactement, qui est indépendant, impartial et neutre jusqu'au moment où on fait des recommandations. Quand vous êtes parti, vous avez fait 2 mandats de 5 ans, puis ça ne s'est pas bien fini, votre terme avec le gouvernement, je pense. Hein? Bien, écoutez, je suis le premier ombudsman à être renouvelé, reconduit dans son poste. Oui. Et puis, le gouvernement Kathleen Wynne a une tolérance très peu élevée pour la surveillance. On voit la semaine dernière toutes les chicanes avec la vérificatrice générale qui accuse le gouvernement de cacher 11 milliards de dollars de dettes. Donc, Kathleen Wynne, son gouvernement, a très peu de tolérance pour être redevable. Et puis, c'est malheureux. Dalton McGuinty, par exemple, avait créé une loi que toutes les annonces commerciales à la télévision du gouvernement devaient être approuvées par la vérificatrice générale, parce qu'il y avait eu des abus. Oui. Kathleen Wynne a éliminé ça. Donc, c'est pour ça, quand on regarde les annonces, c'est 12 millions de dollars qui ont été dépensés pour dire comment bon est le gouvernement à traiter des questions de santé. Ça n'aurait pas passé avant, mais ça passe maintenant. Pourquoi? Quelle était la raison de McGuinty de
de demander l'approbation de la vérificatrice générale? Parce qu'il y avait eu des abus. Puis à cause des abus... Quand on parle d'un abus en publicité, on veut dire parle quoi? du gouvernement qui utilise l'argent des contribuables à des fins purement politiques. Donc, pour dire, le Parti libéral est fantastique, ça a été payé par vous et moi, plutôt que par le Parti libéral. C'est ça le problème. Okay. Donc, il y avait Dalton McGuinty, à cause de la pression du public, avait changé les règles du jeu. Maintenant, ils ont été renversés. Et puis, le gouvernement utilise des fonds publics pour des fins politiques. Donc, ceci étant dit, votre mandat n'a pas été renouvelé la 3e fois. C'est ça. Il a été renouvelé une fois, donc vous avez été là 2 ans la dernière fois, et vous n'étiez pas très content de la situation. Non, c'est juste. Vous l'avez dit aussi. Oui, c'est juste. Vous l'avez su. Vous l'avez fait connaître. C'était malheureux, la façon que ça s'est terminé. Mais comme je vous dis, ce n'est pas surprenant quand on regarde la réaction du gouvernement à tous les autres personnes qui ont un rôle de surveillance. Oui, oui. On va aller à la pause, on revient, puis on parle... là, c'est vrai, on parle de politique, mais on parle toujours de politique depuis le début. Restez avec nous, on revient tout de suite. Votre décision de vous lancer en politique provinciale, ça aurait pu être fédérale aussi, parce que à Ottawa-Vanier, là, on est orphelin, là, et au provincial et au fédéral. Pourquoi vous avez choisi le provincial? Bien, tout d'abord parce que je suis familier avec le provincial. En tant qu'ombudsman de la province, j'ai passé au-delà de 10 ans et demi comme ombudsman. Et puis, je connais les dossiers chauds, je connais les questions qui préoccupent les citoyens en Ontario. Et puis, pour moi, c'était une transition normale. D'accord. D'accord, oui. Quand vous étiez ombudsman, est-ce que j'ai oublié de vous demander quelque chose en toi? Est-ce que vous avez aussi travaillé avec les Autochtones? Absolument, oui. Oui. Tout le monde avait accès au bureau. Okay. Puis, mais je n'ai pas eu de dossier, je n'ai pas eu d'enquête spécifiquement sur les Autochtones. Alors, allons avec la politique. Présentement, un nouveau chapitre dans votre vie. Vous décidez d'aller chez les progressistes conservateurs, de vous joindre au mouvement, à ce mouvement-là, à ce parti-là, à cette idéologie, si on veut. Nathalie Desrosiers, qui a été élue candidate libérale, dit de vous, André Marin, c'est un excellent candidat, mais il n'a pas choisi le bon parti. Mais moi, j'ai considéré tous les partis, évidemment. Lorsque je me suis tourné à considérer me lancer en politique, j'ai regardé le Parti libéral. Le Parti libéral, c'est un parti maintenant d'extrême gauche, la gauche du Parti néo-démocrate. Même s'ils prennent des décisions, des fois, qui sont contre les valeurs de la gauche, comme par exemple vendre Hydro One, ça fait aucun bon sens. C'est typiquement conservateur, de la droite. C'est ça, c'est une ressource ontarienne, c'est le pouvoir pour le peuple, etc. De vendre ça, tout simplement de les mettre dans les mains du secteur privé, c'est pas une charité, le secteur privé. Vous pensez que vos tarifs d'électricité sont élevés maintenant. Vous pouvez imaginer, pour ceux qui dépendent de Hydro One, ce qui va se passer lorsque Hydro One tombe dans les mains des sociétés privées. Donc ça, c'est une question. Je ne sais pas, les libéraux, je ne sais pas en Ontario ce que ça veut dire d'être un libéral provincial. Il n'y a plus de sens, sauf du fait que c'est de la gauche. Le Parti démocrate est pris entre le milieu puis le Parti libéral de la gauche. Ils n'ont pas d'orientation. Tandis que le Parti conservateur, sous Patrick Brown, c'est un parti qui a beaucoup d'énergie. Il y a le vent dans leur... dans les voiles. Dans les voiles. Ils s'en vont en quelque part. Puis, évidemment, Patrick Brown était très clair qu'il veut gouverner un petit peu de la droite, comme Bill Davis. Et ça, c'est une philosophie que j'aime beaucoup. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est quand je regarde le Parti libéral, tous les scandales puis les problèmes de gestion dans les dernières années. Écoutez, la semaine dernière, on a déchiré un contrat pour de l'énergie verte. Ça nous a coûté 25 millions de dollars parce que l'autre côté est allé en cours et puis parce que le gouvernement a tout simplement déchiré leur contrat. Quel contrat? De quoi on parle? De contrat pour créer l'énergie verte là, oui. Avec le vent, etc. Oui, oui. Les questions, la vérificatrice générale a estimé que ça nous prendrait 30 ans et 170 milliards de dollars pour sortir du pétrin dans le dossier d'hydroélectricité. Donc, ça a été mal géré. Ça nous coûte... On paye 3 fois ce qu'on paye au Québec. On paye 2 fois ce qu'on paye au Manitoba. On paye des États américains comme la Pennsylvanie puis Ohio pour
Se débarrasser de l'électricité, parce que l'électricité, si on en produit trop, on peut pas l'emmagasiner en quelque part. Non, Il faut s'en débarrasser. Fait qu'on paye les États-Unis pour prendre notre électricité. Donc, moi, j'ai vu, moi, ce qui m'a vraiment convaincu de me lancer en politique, c'est lorsque j'ai regardé le discours du trône de Kathleen Wynne, qui nous promettait une réduction de 8 $ par mois d'hydroélectricité. Je me suis dit, franchement, ça a monté de 1 000 $ depuis 5 ans, puis on va nous tourner 8 $ par mois. Fait que c'est cette journée-là que j'ai décidé, je me lance, puis j'y vais. Puis j'ai toujours opéré à l'extérieur de l'arène politique, même si j'étais très près, comme vous l'avez souligné. Oui. Mais là, j'ai décidé d'embarquer. Puis de tenter de devenir un législateur. Votre poste vous empêchait vous deviez être impartial. Vous avez décidé d'embarquer et puis d'aller de l'avant et de mener les dossiers de front. Oui. Donc, Hydro, c'est un. Mais ça, c'est pour tous les Ontariens. Oui. Ottawa-Vanier. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Ottawa-Vanier, vous pensez? J'ai fait beaucoup de porte-à-porte depuis ma nomination le 24 septembre. Et ce que j'entends bien souvent, des simples citoyens et puis aussi de gens qui mènent des petites et moyennes entreprises, c'est que le taux de criminalité les effraie. Le fait que je suis allé aujourd'hui, par exemple, au Vanier Grill, puis il me dit, écoute, il y a de la prostitution, il y a des drogues, des crimes violents, ça me préoccupe. Paul Drouin, qui mène une entreprise de gestion de fonds, a les mêmes problèmes. Il voulait se situer sur la rue Montréal. Finalement, il n'a pas été capable parce qu'il ne sentait pas qu'il pouvait inviter ses clients à venir le visiter. Donc, c'est une question qui a été négligée par les libéraux pendant près de 50 ans. Il faut tenter de trouver des solutions. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai annoncé ce matin que le gouvernement conservateur, si élu, serait engagé à retourner les 325 000 $ qui ont été coupés par les libéraux pour l'appui des policiers qui occupent l'équipe d'intervention en cas de catastrophe, ce qu'on appelle en anglais DART. Oui. Et puis DART s'occupe de s'attaquer aux gangs de rue. Oui. Ça a été enlevé. Puis dès que ça a été enlevé, on a vu que les fusillades à Ottawa ont complètement c'est rendu à près de 60. Je ne sais pas c'est combien cette année. 57 à 57. C'est énorme. C'est énorme. Puis, écoute, il y a une relation directe avec les coupures, les compressions budgétaires imposées par la province sur la police d'Ottawa. Si on parle de 325 000 $. Là, on parle d'une petite partie du chemin Montréal. Il ne faut pas dire tout le chemin Montréal. Moi, j'habite sur le chemin Montréal. Oui. J'habite pas dans ce coin-là. Mais une petite partie du chemin Montréal, à peine 1 kilomètre, mais où il y a quand même des gros problèmes. Mais c'est parce que c'est l'économie qui est vraiment... Oui, c'est le concentré. Tout est concentré. Exactement. Mais si on l'enlève de là, est-ce qu'on va l'envoyer ailleurs? Bien, c'est pour ça que les solutions... Puis là, moi, ce que je vous dis, c'est pas mon jugement. C'est ce que j'entends de porte à porte. Des gens de Vanier qui me disent, écoute, moi, j'ai peur, je ne sors pas de ma maison. Ou les entreprises me disent, écoute, il faut faire quelque chose pour essayer de rehausser notre quartier. Et puis... je pense qu'il faut commencer avec quelque chose. Oui. Puis pour 325 000 $, c'est pas beaucoup d'argent. Écoutez, on a dépensé au-delà d'1 milliard pour déménager des entreprises de gaz. On a dépensé, chaque semaine, il y a un nouveau scandale d'hydro, fait que dépenser 325 000 $. Mais ça, on le propose avec des conditions très spéciales. C'est pas un nouveau chèque en blanc là, au chef de police qui peut utiliser à une autre fin. C'est vraiment rattaché au problème des gangs de rue ici à Ottawa. Il y a aussi sur le chemin Montréal et ailleurs dans la circonscription, mais principalement sur le chemin Montréal, des endroits où on, comment on appelle ça, les échanges d'argent, de chèques. Là, on encaisse des chèques avant le temps, les Money Mart de ce monde, qui, à mon avis, c'est scandaleux. Oui. Il y en a, je pense, 11 dans 1 kilomètre. Je sais que la Ville essaye de faire des changements de zonage, mais la Ville ne peut rien faire si la province ne fait rien. Exactement. La province peut soit mettre de la pression sur la municipalité ou même venir les aider en donnant des ressources nécessaires pour essayer de régler ces problèmes-là. Puis pour revenir avec votre point que vous avez fait plus tôt, il faut tenter de voir l'évolution de Vanier comme étant... une évolution qui favorise tout le monde et non pas les riches. Il faut donner une chance à ceux qui sont plus dépourvus de partager dans les succès de Vanier. Oui. Il ne faut pas les repousser à l'extrême. Moi j'ai une vision de Vanier qui ressemblerait un petit peu, je dirais,
un peu à Greenboro, une place où, sans repousser ceux qui sont dépourvus dans la société. Il faut les intégrer, puis il faut voir Vanier à développer de façon à donner une chance à tout le monde de partager dans la prospérité. Ben oui. Ben oui, il me semble qu'il n'y a personne qui est venu au monde sans raison. Ça, on a tous quelque chose à contribuer. Écoutez, je l'ai partagé avec le chef du parti, puis il est d'accord. C'est pour ça qu'il a appuyé aujourd'hui l'annonce. Il était ici avec moi. Okay. Puis quand je parle de ça, c'est vraiment d'être très pratique. Comme on discutait plus tôt dans l'émission, que gouverner du centre, tu trouves des solutions. Puis la solution que je viens de vous proposer semble une solution de la gauche, mais c'est vraiment une solution pratique. Oui. Puis je pense que malheureusement, Ottawa-Vanier a été pris pour acquis. Moi, j'ai l'impression que, puis c'est mon impression personnelle, c'est mon analyse de la situation ici et ailleurs dans le monde, mais les partis sont de moins en moins pertinents. Absolument. Il n'y a pas d'idéologie autre. On est rendu à un point où, sauf les idéologies extrémistes, si on n'est pas à l'extrême, on est dans le bien commun, le bon sens. Ça, on le voit même au niveau fédéral. Ah oui, définitivement. Bien des gens me disent, écoute, dans les journaux, dans les médias, on entend parler que les décisions de Justin Trudeau ne sont pas tellement différentes de ceux de Stephen Harper. Il n'y a pas vraiment de différence blanc et noir. Mais c'est Justin Trudeau qui le disait à Peter Mansbridge lors d'une entrevue, entre autres, pendant la campagne. Il disait, écoutez, moi, placez-moi à gauche, placez-moi à droite. Moi, nous autres, on va prendre le problème, on va regarder, mais on va faire avec un consensus, espérons, on va trouver la solution qu'il faut. Exactement. Puis ça, c'est mon attitude ici, pour Ottawa-Vanier. Écoute, moi, je suis un grand admirateur de Madeleine Meillard. Oui, je sais, vous l'avez dit dans les médias. J'admire Nathalie Desrosiers aussi. Oui. Mais oui, c'est une collègue de travail. Oui, puis je ne vais pas dire qu'elle a choisi une mauvaise partie. Ça va être une élection, puis on va voir. C'est ça. Mais écoutez, moi, je crois qu'il faut tous travailler ensemble pour trouver des solutions. Oui. On va aller à la pause. Parfait. On revient, puis on parle de francophonie au retour. Restez avec nous. Merci. Accompagné d'André Marin, il est candidat progressiste conservateur aux prochaines élections dans Ottawa-Vanier, élections complémentaires qui auront lieu le 17 novembre. Donc, si vous êtes dans Ottawa-Vanier, vous êtes résident, vous avez droit de vote, n'oubliez pas, et c'est important de voter. C'est très important de voter. C'est très important de voter et de s'engager. Il me semble que la démocratie est tellement fragile présentement sur la planète que si on a c'est les gens qui me disent, moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Je me dis, ah oui? Attends de te retrouver avec un gouvernement qui ne respecte pas la démocratie. Absolument. Tu vas me dire après ça que la politique ne t'intéresse pas. Non, la politique, c'est important, il faut s'intéresser. On a commencé à parler on a parlé du Chemin Montréal, mais Charles me rappelait que, Ginette, il n'y a pas rien que le Chemin Montréal dans Ottawa-Vanier. Il y a aussi d'autres régions. Il y a le marché Baye, vous me disiez. C'est vrai, il y a Rockcliffe, il y a la Côte-de-Sable avec l'Université d'Ottawa. Beaucoup de fusillades, mais beaucoup. Des fusillades, de la violence sur le marché Baye. Oui. C'est fou, là. On s'en va dans les fêtes du 150e. Est-ce que moi, j'y vais régulièrement au restaurant sur le marché Baye, puis en fin de semaine, je suis allée samedi soir, puis je me disais, est-ce que j'ai peur en allant? Est-ce que je devrais avoir peur? J'avais pas peur, mais ça. Absolument. Fou, écoutez, l'annonce qu'on a faite aujourd'hui s'applique à tout Ottawa, pas juste Ottawa-Vanier. Oui. Mais comme vous avez souligné, le marché Baye, ça devient de plus en plus dangereux. Oui. Il y a des problèmes. Il y a eu 16 homicides, plusieurs dans le marché Baye, 57 fusillades, plusieurs dans le marché Baye. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver des solutions à la violence. Puis, comme je vous ai dit, dès qu'on a coupé 325 000 $ qui allaient à l'équipe anti-gang de rue de la police d'Ottawa, on a vu immédiatement que, écoutez, les criminels sentent qu'ils sont plus suivis. L'unité anti-gang suivait les gens connus. On parle des gens, des criminels de gang. Puis tôt ou tard, malheureusement, je dois vous dire que si on ne commence pas à voir que la violence diminue, il va y avoir quelqu'un innocemment qui va attaqué. Puis il va y avoir une mort, un décès. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. Quelque chose qui va arriver. Puis on va tous dire, bien, comment ça qu'on a manqué ça? Tous les signes sont là, donc il faut commencer à agir. Oui. Il y a beaucoup d'autres sujets aussi qui préoccupent. Il y a, par exemple, le transport. Oui. Transport actif.
Oui. est un point important. Le tunnel Oui. sur la rue King Edward. Oui. Écoutez, il faut trouver une solution pour la rue King Edward. Hein. C'est la C'est pollution, le bruit, euh, le fait que ceux qui se promènent en vélo, les cyclistes sont affectés, les piétons. Il faut trouver des solutions pour la rue King Edward. Puis, je pense que c'est une solution qui doit impliquer les 3 niveaux de gouvernement parce que King Edward, ça se dirige vers Gatineau. Donc, il faut trouver une solution pour les 3 niveaux de gouvernement et la province doit être là, à la table, pour Et là, appuyer. il y a un pont qui est à l'étude. Pas un pont, un tunnel qui est à l'étude. Oui. Là. Mais qui met de côté le Québec. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez vous pencher, vous pensez pendant la campagne? Les problèmes d'infrastructure, malheureusement, sont politisés pendant les campagnes électorales. Oui. On l'a vu à Ottawa. On a maintenant des tunnels en construction pour le transport en commun à Ottawa. Puis, il y a 20 ans, on aurait dû être là il y a 20 ans. Mais dès qu'il y a une élection, ça devient un dossier chaud, puis tous les politiciens ont leur vision. Puis, en tout cas, ça tombe à part. Moi, je veux trouver une solution qui va mener à des résultats et non pas des querelles politiques. Donc, là, ils ont déjà commencé à regarder le tunnel. Moi, je pense que le tunnel devrait continuer. On devrait trouver des solutions qui continuent dans la direction du tunnel et non pas dans le sens inverse. Sinon, on ne trouvera jamais de solution. Oui. Et à l'Université d'Ottawa, on a entendu parler beaucoup de toute cette culture de harcèlement sexuel, culture du viol. C'est un dossier aussi qui préoccupe les élus provinciaux. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous allez vous pencher? Bien, c'est une bonne question. Savez-vous, écoutez, moi, j'ai travaillé en tant qu'ombudsman militaire puis ombudsman de l'Ontario, souvent dans des cas qui touchent des problèmes de harcèlement sexuel. Oui, oui. Et puis, c'est un vrai problème dans notre société, que ce soit Donald Trump ou que ce soit un problème plus près de notre cœur. Oui. Et puis, il faut trouver des solutions. Puis ça veut bien souvent dire qu'il faut faire des enquêtes indépendantes, qu'il faut trouver des solutions systémiques et non pas toujours regarder l'incident, mais regarder qu'est-ce qui cause, quel est l'environnement qui mène à ce type d'incident, puis trouver des solutions qui sont plus globales et non pas juste individuelles, parce que c'est les solutions globales qui vont rester puis influencer ce qui va se passer demain. Oui, oui, oui. La francophonie. Vous avez dit tantôt que Madeleine Meilleur, vous l'admirez, vous pensez qu'elle a fait un bon travail comme ministre déléguée des Affaires francophones? Je pense que oui. Je pense que quand on regarde un clin d'œil, les 50 ans presque que ça a été libéral, on peut dire que ça a été négligé. Parce que ça a été négligé du point de vue de l'économie, à plusieurs niveaux. Mais au point de vue de la francophonie, ça n'a pas été négligé. Par contre, quand on regarde le pourcentage des Franco-Ontariens ici à Ottawa-Vanier, d'année en année, ça diminue. Donc, ça me dit qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que peut-être que les francophones ne se sentent pas confortables dans leur environnement ici à Ottawa-Vanier. D'autre part, peut-être que c'est qu'il y a des francophones qui ne s'identifient plus comme francophones, ce qui est un problème qui est plus sérieux, c'est l'assimilation. Oui, oui. Le troisième scénario, c'est que peut-être que les gens déménagent, puis il y a d'autres raisons. Sauf que quand on regarde, il y a un déclin d'année en année, puis il faut tenter de découvrir Mais ça pourquoi. dépend où on regarde. Il y a des sondages qui ne démontrent pas des déclins. Mais il y a toute la question d'immigration aussi qui est importante. Oui. Et les francophones demandent depuis longtemps, et le gouvernement de l'Ontario s'était engagé à respecter un certain pourcentage de l'immigration qui viennent de pays francophones. Ça doit être 5 des immigrants qui s'établissent en Ontario devraient venir de pays francophones. Oui. Mais est-ce que c'est respecté? C'est une bonne question. Écoutez, si ce n'est pas respecté, ça devrait être respecté. Oui. Parce que c'est important. Parce que nos écoles augmentent. Ah oui, il y a de plus en plus d'enfants dans les écoles. Donc, si les écoles augmentent, il y a toujours des écoles nouvelles, il y en a partout, ça pousse comme des champignons. Il me semble que les francophones sont là. Oui, absolument. Donc, mais je pense que votre point est très important. Il faut que le gouvernement respecte ses propres pourcentages parce que c'est important d'avoir des gens qui parlent français venir s'établir dans nos communautés. Sinon, on va avoir un problème. Est-ce que vous êtes pour la ville bilingue, Ottawa-Ville bilingue? Moi, je suis en faveur de respecter les décisions de la ville. La ville d'Ottawa doit prendre leurs décisions, puis que ce soit d'être bilingue ou non, la province doit appuyer la décision. C'est une décision qui est très locale et c'est municipal. Une fois que la municipalité d'Ottawa va prendre une décision, il faut changer la loi provinciale.
Et puis, moi, je vais appuyer la décision qui est prise par la Ville. Mais si vous aviez à parler à M. Watson, est-ce que vous conseilleriez de faire une ville bilingue? Je pense que c'est vraiment le problème du De la maire Ville. Watson. Oui. Mais c'est le problème d'une capitale. Quand on Ouais. y pense, c'est la capitale d'un pays bilingue. La capitale n'est pas bilingue, alors que tout le monde pense qu'elle est bilingue. Oui. Ouais, j'ai hâte de voir la J'ai hâte- décision oui, du maire et oui, puis du conseil oui, scolaire. oui. Les écoles, un des problèmes dont vous avez parlé quand vous avez fait des conférences de presse, quand vous avez lancé votre campagne, c'est l'accès aux soins de santé. Ah oui. En français et pas en français, peu importe. C'est encore problématique. Moi, ça me dérange énormément. Puis je pense que ce qu'on a vu avec le gouvernement Wynne, c'est qu'ils ont dépensé. Puis là, ils se retrouvent à avoir une élection au mois de juin 2018. Là, tout d'un coup, les freins sont appuyés sur tous les projets. Donc, on voit des petites coupures comme ça, 325 000 de transfert à la police d'Ottawa qui est coupée. Mais si on regarde les hôpitaux, ça fait 9 ans de fil que les hôpitaux souffrent de compression budgétaire de la part de la province. On a coupé 850 000 de l'argent qui allait aux médecins de famille. Le gouvernement s'était engagé à créer 30 000 nouveaux lits dans les établissements de longue durée. Ça ne s'est pas présenté. Donc, il y a maintenant un embouteillage. Il y a 24 000 citoyens d'âge d'or qui attendent d'avoir une place dans nos établissements de longue durée, puis il n'y a pas de place. Puis, en moyenne, il y a une ligne d'attente de 83 jours en Ontario. Ici, à Ottawa, la ligne d'attente peut être jusqu'à 8 ans. Donc, les services de santé... Pour aller dans les centres de soins de longue durée? Oui. Donc, c'est vraiment, ça a été négligé. Puis, d'ici au mois de juin 2018, moi, je prédis que ça va être pire parce que là, le gouvernement coupe, compresse, parce qu'il va y avoir une élection. Puis, Kathleen Wynne veut pouvoir dire, écoute, les budgets sont équilibrés, il n'y a pas de problème, on a bien géré. Donc là, on paye le prix pour avoir dépensé tant, surtout au niveau du secteur de l'électricité. Écoute, on est quasiment en faillite en Ontario. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais je ne comprends pas qu'on soit en faillite alors qu'on produit plus d'électricité que ce qu'on a besoin. Mais le problème, c'est que vous et moi, nous sommes devenus des très bons consommateurs d'électricité. On a pris on a payé nos factures, on n'a rien dit. Non seulement ça, mais on fait le lavage après 19 heures le soir, les fins de semaine. On épargne tellement d'électricité qu'on a un surplus. Là. Ça ne se peut pas, le surplus. Et ça fait 10-15 ans qu'il y avait toutes sortes de problèmes avec notre électricité. Il y avait toutes sortes de problèmes l'été à cause de l'air climatisé. Maintenant, c'est l'inverse. On produit de l'électricité, ça nous sort par les oreilles. Et puis, une des raisons, c'est qu'on a créé toutes sortes d'énergies vertes. Oui. Et l'autre raison, c'est que nous sommes bons consommateurs. Nous suivons les ordres de la province, puis on paye le prix pour ça. La dernière hausse qui était supposée avoir lieu le 1er novembre, qui a été annulée par Kathleen Wynne une fois qu'elle a annoncé les élections complémentaires, qui n'est pas une coïncidence en passant, c'était parce que les compagnies d'électricité perdent de l'argent parce qu'on conserve trop d'électricité. Donc, si on dépense plus d'électricité, on paye plus. On conserve, on paye plus. Ça a été vraiment mal géré. Et puis, On va aller à la pause. Au retour, j'aimerais que vous nous expliquiez votre position à l'égard de la pension, des plans de pension que Kathleen Wynne a mis de l'avant pour l'Ontario. On s'en va à la pause. Merci. Vous avez 6 enfants, M. Marin? Oui. Ils sont grands, c'est des grands enfants. Ils sont tous adultes maintenant. Oui. Puis il y en a 2 qui sont avocats. 2 qui sont avocats. Un qui travaille à Montréal, l'autre qui travaille à Montréal aussi. J'ai un qui est à l'Université York. Et puis un qui rentre en sa maîtrise en droit à l'Université d'Ottawa. Un autre qui s'en va dans le milieu du droit. Puis j'en ai une qui est à l'Université Brock. Ah oui. Donc, ça fait tout. Donc, les gens qui vont en droit, habituellement, c'est des gens qui aiment la justice. Ils cherchent la justice sociale. Ça dépend quel chemin on va prendre dans le droit, mais il y a des chemins qui mènent à travailler en justice sociale. Il y a des chemins qui mènent à jouer aux échecs, j'appelle ça, moi, là, quand on va en cours, on essaie de figurer quelle date on va aller pour jouer l'autre. Ça me dépasse, là. Mais on peut dire que vous avez trouvé un chemin
mènent, dans lesquels vous pouvez travailler en vue de la justice sociale. Absolument. J'ai toujours eu des emplois dans ce sens-là. Et puis, comme procureur de la Couronne, directeur d'unité des enquêtes spéciales, ombudsman militaire, ombudsman de l'Ontario. Donc, c'est toujours dans l'intérêt public. Et puis, c'est ça que je voulais faire. Oui, Moi, quand j'ai obtenu mes diplômes en droit, je voulais faire une chose, c'est être procureur de la Couronne, poursuivre les crimes. Et ce que j'ai fait. Ensuite, ça menait à d'autres choses, mais c'est vraiment très valorisant, disons. Je pourrais être sur la rue B, faire 10 fois le salaire, ben c'est ça. Mais sans la satisfaction que j'ai en ce moment. Bien, c'est ça, c'est ça. Je pense que souvent, les professions, hein, quand on rentre, ça peut enlever l'étincelle initiale de la personne. C'est très difficile de maintenir. Je pense que vous, autant vous que Nathalie Desrosiers, les deux, vous avez maintenu l'étincelle allumée de défendre les gens. Ça va être très difficile pour les gens d'Ottawa-Vanier de choisir. Oui, de choisir, parce que vous êtes on a 3 candidats très forts. Oui, absolument. Puis je pense qu'il faut regarder plus loin que le parti ou le candidat. Il faut regarder ce que les candidats discutent, ce qu'ils proposent, les solutions. Et puis c'est pour ça que j'ai commencé aujourd'hui à proposer des solutions. Oui. Vous n'habitez pas dans Ottawa-Vanier. On sait qu'il y a d'autres candidats. Ce n'est pas nécessité d'habiter dans la circonscription. Mais comment vous réconciliez le fait de ne pas y habiter et de représenter les gens d'Ottawa-Vanier? Bien, écoutez, j'ai été ombudsman pendant 10 ans et demi, puis Ottawa-Vanier est inclus en Ontario. Donc, j'ai eu des plaintes d'Ottawa-Vanier en tant qu'ombudsman. Deuxièmement, je suis citoyen d'Ottawa de longue durée. Je me considère franco-ontarien, évidemment. Et puis, je suis diplômé de l'Université d'Ottawa, qui est dans le comté, ainsi que mes 2 enfants, dans la circonscription d'Ottawa-Vanier. Puis même, quand je fais du porte-à-porte, je rencontre de la parenté. Je suis allé à un établissement de soins de longue durée, puis une dame qui s'est présentée à moi, elle avait presque 90 ans, elle m'a dit « Écoute, je suis ta cousine. » Et puis ma sœur, elle te gardait quand tu étais petit gars. J'ai dit « Écoute, votre nom? » Ben, mon nom, c'est Toto. Puis ma sœur, c'était Bébête. Je me suis rappelé tout de suite, mon Dieu. C'est ma tante Toto. Ben oui, ma tante Toto. Ma tante Bébête. Ben c'est ça. Ben, écoute, moi, j'ai tout de suite envoyé des courriels. J'ai envoyé des courriels à mes frères et sœurs. J'ai dit « Écoute, je viens de rencontrer Toto, j'ai envoyé une photo, on a pris une photo ensemble. Bien. Donc, j'ai des liens étroits avec la circonscription. Oui. Et puis, je pense que en 2016, tu sais que j'habite 20 minutes de mon bureau d'élection du comté. C'est pas vraiment la fin du monde. Votre bureau, il est où, là, présentement, le bureau du comté? 2183 Ogilvie, donc à l'angle des rues Ogilvie et puis Montréal. Au coin de Montréal puis Ogilvie? Oui. OK. Parce que c'est la limite, hein, ça? C'est la limite. Vous êtes à la limite d'Ottawa-Vanier. Et puis, la circonscription va grandir d'ici au 18, à l'élection en 2018. Oui, il va y avoir une reconfiguration des circonscriptions, dont celle-là qui va grandir. Oui, qui va grandir. Il y en a d'autres qui vont être réduites. Elle n'était pas assez grande d'avance. Bien, c'est ça. C'est une grande circonscription. C'est quoi, c'est 52 000, 53 000 portes, foyers? Oui, c'est 82 000 personnes. Oui. C'est extraordinaire. Oui, vous allez frapper à toutes les portes? Je vais essayer. Vous avez une équipe qui travaille avec vous? J'ai une équipe très forte et puis je vais essayer de rencontrer autant de gens que possible. Puis si vous me voyez, venez me dire bonjour. Là, on a parlé de plusieurs dossiers. C'est sûr qu'on espère avoir la chance de faire un débat. Le débat, bien sûr, il va être beaucoup plus corsé parce que vous serez les 3 candidats. Vous allez chacun proposer vos opinions, vos visions des choses. Présentement, je trouve que c'est difficile pour les gens de voter entre le parti et le candidat parce qu'on ne sait pas trop pourquoi les partis... Patrick Brown est nouveau. On n'est pas sûr ce que représentent les partis. Écoutez, moi, je suis dans l'œil du public là, depuis le début de ma carrière. J'avais 26 ans comme procureur de la Couronne. Mes cas étaient dans les médias. Donc, bien souvent, je fais du porte-à-porte, puis les gens me disent « Hey, je me rappelle de toi. Et puis, donc, j'espère qu'ils vont se rappeler de la personne. C'est du bon côté. J'espère que ça va à la pause. On vient tout de suite.
progressiste conservateur, candidat dans Ottawa-Vanier, les élections le 17 novembre. Élections complémentaires. Le site web où on peut aller chercher de l'information, c'est... Très facile, andrémarin.ca. Alors, on a Ottawa-Vanier, OntarioPC aussi.com Oui. et andrémarin.ca. C'en est un autre. C'est la même chose, les deux? Non, je pense qu'on a un petit peu Un différent. petit peu différent. Alors, andrémarin.ca. Vous avez 30 secondes pour finir. Écoutez, la décision vraiment à Ottawa-Vanier est simple parce que ça fait presque 50 ans que ce comté est négligé par Toronto. Envoyez un message de protestation à Queen's Park. Ça ne va pas changer les libéraux. Ils vont être au pouvoir, sauf que je vais être là pour les opposer. Merci beaucoup, M. Marin. Merci. On espère que vous allez participer à notre débat. Absolument. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite tout l'amour du monde. À demain. Merci. C'était vite. Oui, ça peut.